Les cartographes, prospecteurs, peintres et photographes ont séduit le monde avec les richesses des montagnes rocheuses. Aujourd'hui, des millions de voyageurs et homesteaders arrivent de tous les coins du monde. Tout le monde adore ça ici. Ce qui pose le dilemme. Est-ce que nous tuerons ces milieux sauvages de notre amour? D'ici haut, on voit bien pourquoi on les a nommées les Rocheuses. Ce n'est vraiment que de la roche. Les basses terres sont rares et représentent un bien rare dans les montagnes. Les humains et la faune doivent partager une très petite partie du paysage. Les belles photos aériennes de ces grandes montagnes sont trompeuses. Elles donnent l'impression que tout va bien. En fait, les basses terres sont vulnérables et leur avenir est incertain à cause du tourisme industriel et l'exploitation des ressources naturelles. Il y a 200 ans, une petite poignée de commerçants de fourrures européens ont réussi à se rendre jusqu'aux Rocheuses. Aujourd'hui, la région de Yellowstone, au Yukon, reçoit plus de 25 millions de visiteurs chaque année. Je continue mon voyage en suivant l'épine dorsale du monde pour voir s'il y a moyen pour nous tous de jouer, travailler et voyager ici sans détruire la raison même pour laquelle nous sommes venus aux montagnes. Cette Mecque de la récréation devient une zone de guerre. Les communautés sont divisées quant aux questions de développement. Les défenseurs de l'industrie et de la récréation se livrent bataille pour les territoires. Et les écologistes luttent pour protéger ce qui reste. Vers le milieu du 20e siècle, l'industrie et la récréation avaient pénétré dans les vallées les plus isolées et atteint les plus hauts sommets. Il y avait assez de ressources pour tous et c'était la mêlée générale. Le guide alpin et cinéaste Hans Moser était au bon endroit au bon moment. Il a été l'un des premiers entrepreneurs dans le domaine de l'aventure par hélicoptère. Hans a été témoin de l'explosion de la récréation alpine au cours des 50 dernières années. Je me joins à lui et à Margaret Moser pour une randonnée en ski dans les Monachie. Quand nous avons commencé à utiliser l'hélicoptère, je me suis dit que c'était fantastique parce que quand nous faisions des randonnées à ski, j'avais la chance d'entrer dans plusieurs zones qui étaient alors isolées. Mais chaque fois qu'on arrivait à une arête ou jusqu'à un sommet, on se disait « Mon Dieu, ce serait bon de skier là-bas », mais c'était quasiment une expédition juste pour se rendre jusque-là. Et tout d'un coup, nous avons eu l'hélicoptère et on se disait « Nous voilà, descendons en ski et la prochaine descente sera celle-ci et ensuite celle-là ». Et ça, c'était incroyable. Je me rappelle si bien encore ces jours où nous descendions en ski du North Post en nous levant le matin. Nous nous posions sur le sommet du mont Conrad, directement sur le sommet. Nous descendions le glacier Conrad en ski jusqu'à Conrad Creek, où on venait nous chercher pour retourner en hélicoptère.
On atterrissait au pied des tours Hauser pour descendre le glacier Vowel. C'était vraiment incroyable et tellement excitant. C'était quelque chose que j'aimais énormément. Pour les skieurs du monde entier, les noms comme les Monashees et les Bugaboos se traduisent par paradis terrestre. Les systèmes humides du Pacifique produisent en moyenne 15 mètres de neige ici chaque hiver. Plus de 12 000 skieurs d'autres pays font le pèlerinage chaque hiver. En 1964, j'ai mené un groupe de skieurs dans les Bugaboos, juste pour faire de la randonnée en ski. Nous y sommes montés et il y avait cette vue panoramique qui s'ouvrait devant nous et tous ces endroits pour skier. Et sur le coup, j'ai décidé que ce serait l'endroit où nous pourrions faire du ski à hélicoptère. Tout d'un coup, le téléphone a commencé à sonner et les demandes arrivaient par courrier pour faire du héliski. C'était une véritable explosion. Ce que nous offrions était un produit tout à fait unique. Les clients avaient l'utilisation exclusive d'une grande zone et je me suis rendu compte aussi que lorsque les conditions météorologiques et la neige sont bonnes, il y a des possibilités quasiment illimitées pour faire du ski. Depuis 1965, il y a eu du ski sans limite, accompagné d'une véritable explosion de la récréation alpine. Je demande à Hans ce qu'il voit en regardant l'horizon aujourd'hui. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'exploitants du héliski. Mais en même temps, il y a beaucoup de pression maintenant. Plus de gens qui veulent utiliser ce terrain en hiver, comme les motoneigistes. C'est un groupe d'utilisateurs important. Je suis sûr qu'avec le temps, nous verrons si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose à faire ou si, en fin de compte, ça ne changera rien. Et je me sentais comme l'apprenti sorcier. Et je n'arrivais plus à contrôler les esprits que j'avais invoqués. Pendant des décennies, les skieurs jouissaient de l'usage presque exclusif de cette région en hiver. Mais maintenant, les motoneigistes leur font de la concurrence. Ces vallées étaient silencieuses auparavant. Plus maintenant. Valemount, comme plusieurs communautés de la Colombie-Britannique, se trouve en transition, d'un village forestier en dépression à une destination touristique. Cette transformation ne se fait pas sans conflit. Les usagers récréatifs sont en conflit pour les territoires. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils se les disputent entre eux. À mon arrivée, la fête est dans l'air. Un sentiment de soulagement. Après des décennies de conflits et de négociations, les skieurs et les motoneigistes se sont enfin mis d'accord sur les frontières territoriales. L'amateur de traîneau Tony Parizzi était membre du comité négociateur. Il reconnaît ce que la motoneige, sport relativement nouveau, représente pour l'économie de son village. Je me sens très bien par rapport à ça. Sinon, je ne l'aurais pas signé. Je pense que les intervenants de Valemount y sont allés avec une bonne attitude. Nous avons choisi du bon monde. Une couple de filles, une couple de gars, des gens d'affaires bien équilibrés, des gars de traîneau comme moi. C'était dur, ça vous arrachait le cœur. Parfois, on voyait les fourches et les torches, vous savez.
J'ai commencé à faire de la motoneige en 1961. La première que j'ai conduite était une 9 chevaux et avait une vitesse maximum d'environ 15 000 à l'heure. Avec les années, j'en ai eu de plus en plus grosses. Je viens de vendre une 800 Highmark qui avait probablement 135 chevaux. Et j'en ai commandé une nouvelle, une 1000, qui a sans doute plus de 160 chevaux. Il y a eu beaucoup de changements. Dans les vieilles, on pouvait y aller au printemps, c'est tout. Avec les nouvelles qu'on a aujourd'hui, on peut avoir 2 pieds de poudre et on y va, sans problème, n'importe où. Cela a donné accès à des régions qu'on n'avait jamais vues. Et nous avons tellement de possibilités maintenant que nous entrons en conflit avec les skieurs et les skieurs. Ils ont des hélicoptères, donc ils peuvent aller plus loin que nous. Ça a changé tellement. Je me demande comment ça sera dans une trentaine d'années. Ouais, c'est cool. Je ne sais pas. C'est le fun. Ça donne de l'adrénaline et... je ne sais pas, à part ça. OK, Vinny aimerait dire quelques mots. Bon, tout le monde, quand vous montez la colline, les lampes seront... vous voyez les 2 fanions rouges? Continuez tout droit. Je dois vous dire honnêtement, je dois admettre qu'aujourd'hui, j'ai vu des hélicoptères passer pour le ski et j'ai vu tous les traîneaux ici et je me demande si j'étais un caribou, qui s'occupe de moi comme caribou? Bien, tout d'abord, dans cette région, il n'y a pas de caribou. Je ne les blâme pas. Je ne suis pas tout à fait certain, mais avant les traîneaux et le héliski, je ne crois pas qu'il y en avait ici. Mais ils n'ont pas peur des traîneaux ni de l'équipement forestier, et ils n'ont certainement pas peur des hélicoptères. Ils s'adaptent. Et ça ne les dérange pas, ils ont utilisé ces pistes de traîneaux. Je pense qu'on leur a appris qu'un moteur, que ce soit une tronçonneuse, une motoneige ou un hélicoptère, ça veut dire de la nourriture gratuite. Il y aura des zones protégées pour le caribou et on les respectera, donc ils auront leur espace. Et nous pensons tous que nous pouvons collaborer et les animaux s'arrangeront bien. C'est comme les rodéos ou n'importe quel autre événement sportif. Les courses, ça se fait depuis longtemps. Les gens viennent de partout. On met au point le moteur et c'est la course. À qui est-ce qu'on peut faire mal dans la neige? Oui, elles font un peu de bruit, mais il n'y a rien autour de toute façon. On ne voit rien. Un corbeau ici et là, mais rien ne vit ici en hiver. On ne peut pas faire mal sous 10 pieds de neige. On ne peut pas faire mal à quoi que ce soit. Je ne pense donc pas qu'ils prendront les motoneiges et diront non, on ne peut pas. Parce que c'est une des seules activités qui reste où un gars a un peu de liberté. Si on n'a pas le droit de faire ça, qu'est-ce qu'on veut faire? T'es bon. T'es bon. Très bon. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les Canadiens et les Américains aussi. Ils ont peur d'être à plus de 3 pas d'un véhicule motorisé. Ils sont quasiment incapables d'aller où que ce soit sans tourner une clé. Je suis assez vieux, moi, pour avoir vu toute l'évolution de cette récréation mécanisée, et je pense qu'il faut que ça arrête quelque part. David Schindler a la réputation d'être très franc. C'est un spécialiste de la science aquatique de renommée internationale. Il craint qu'avec des millions de touristes attirés aux montagnes, l'impact cumulatif à notre source d'eau soit dévastateur. La plupart des Canadiens ne se rendent pas compte du fait que toutes les rivières importantes de l'Ouest ont leur source dans les Rocheuses. La partie supérieure où nous nous trouvons ici, c'est le gros tourisme, le tourisme industriel.
Il semble y avoir une augmentation perpétuelle. Ils essaient très fort d'éviter que les eaux de déchets ajoutent à la pollution de la rivière Bow à cause du plus haut niveau de tourisme, mais chaque rivière dans les montagnes subit ce même impact. Si vous regardez les statistiques sur l'eau au Canada, c'est vraiment dégoûtant. Nous utilisons à peu près 3 ou 4 fois la quantité d'eau utilisée par certains pays européens, et c'est parce que nous gaspillons. Nous utilisons l'eau épurée pour nos toilettes et nos pelouses. Ça n'a pas de sens du tout. En plus de ça, on ne fait rien pour protéger nos sources d'eau. Qui est responsable de la gestion de cette eau? Bien, je pense qu'on peut dire que l'eau appartient à toute la société. Et au-delà de la société, à toutes les créatures qui en dépendent. Mais à présent, il y a un grand vide au niveau de la gestion. Il n'y a donc personne qui s'occupe de nos intérêts en ce qui concerne l'eau. Ni le gouvernement fédéral, ni le gouvernement provincial n'en assurent la gestion, le leadership ou la recherche nécessaire pour protéger nos sources d'eau. La protection la moins coûteuse possible pour assurer l'eau de haute qualité, c'est la protection des bassins hydrographiques qui la fournissent. Mais nous les développons plus tôt. Je vois toutes les vallées des petites rivières et des petits ruisseaux se remplir de gens. Je pense qu'il faut que ça arrête. À mon arrêt suivant, je découvre que parier sur le développement dans les Rocheuses est une entreprise risquée. Les montagnes du sud-est de la Colombie-Britannique sont dans le territoire traditionnel des Ktunaxa. La culture des Ktunaxa, ou Kootenays, comme nous les appelons, est la plus vieille des cultures autochtones alpines. Au cours des 200 dernières années, le commerce de fourrure, la ruée vers l'or et l'industrie du charbon ont réclamé les ressources naturelles du territoire traditionnel des Ktunaxa. Maintenant, les usagers récréatifs réclament un droit à l'arrière-pays. Sophie Pierre est le chef du conseil tribal des Ktunaxa. Elle dit « Assez, c'est assez ». Laissez faire le discours sur les droits, le droit de faire de la motoneige dans l'arrière-pays. On n'a pas de droit si on ne s'occupe pas de ses responsabilités d'abord. Chef Sophie a joué un rôle clé dans la conversion en hôtel 4 étoiles de l'ancienne école résidentielle à laquelle elle a été forcée d'aller comme enfant. J'essaie de comprendre ce qui semble être une contradiction. Elle est à la fois promoteur immobilier et écologiste. C'est l'impact continuel des êtres humains sur l'arrière-pays. C'est l'impact environnemental et aussi l'impact sur les autres espèces. Les animaux, les arbres, les plantes, tout. C'est cet impact constant que nous avons. Et j'ai beaucoup de soucis quand j'entends ces gens qui ont les meilleures intentions dire qu'ils veulent protéger l'environnement pour leurs petits-enfants. Ils ont les mêmes sortes de valeurs que nous, mais ils parlent de leur droit d'aller dans l'arrière-pays et de déranger l'arrière-pays. Ce n'est pas du tout la bonne attitude. Il ne faut jamais mettre ses propres droits avant ses responsabilités. Il y a donc des endroits où on ne va pas, c'est tout, comme aller au sommet des montagnes et détruire l'habitat pour le caribou. Les êtres humains n'ont pas besoin d'être au sommet des montagnes, c'est là que les caribous ont besoin d'être. Au cours des millénaires, les Ktunaxa ont dû s'adapter à tous les changements qu'ont connus leurs vallées.
Ils ont subi les mêmes pressions qu'on a imposées aux montagnes. Ils ont presque disparu. Ils existent encore, mais il y en a que quelques-uns qui parlent couramment Ktunaxa. Nous avons notre histoire de création sur la façon dont les humains sont arrivés à être ici. Et c'est ici que nous avons été placés. C'est ainsi que nous ressentons un sentiment envers ces montagnes et cette vallée, parce qu'elles représentent qui nous sommes. Notre peuple a dû s'adapter sur cette période. Il y a eu beaucoup de changements, des changements environnementaux. Et maintenant, c'est la même chose. Nous nous adaptons encore. Depuis le contact, notre peuple a très peu participé à toute l'industrie qui se poursuit. Nous étions là sur le côté à regarder tout ce qui se fait et nous avons vu toute la richesse prise de nos terres. Nous avons donc besoin de commencer à faire des choses nous-mêmes aussi et à changer notre façon de faire des affaires. Plutôt que de simplement demander à quelqu'un de nous donner quelque chose, il nous fallait aussi donner et être impliqués. C'est pour ça que nous avons commencé à participer pleinement à l'industrie du tourisme dans notre région. Sophie a passé à travers ces portails quand elle était enfant. Âgée de 6 ans seulement, elle aurait plus tard à faire face à des situations pénibles. J'avais vraiment peur de monter ces marches-là et de rencontrer les sœurs. Ma mère m'a simplement passé aux sœurs. Ici, c'était le dortoir intermédiaire. Et je me souviens d'avoir été obligée de venir ici. Plusieurs filles devaient venir pour une infraction ou une autre. On nous faisait passer à la lanière de cuir. Et si jamais nous parlions Ktunaxa ici, les sœurs n'aimaient pas ça du tout et on se faisait souvent laver la bouche au savon. Notre langue est vraiment en danger de disparition. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui le parlent couramment. Si on perd ces gens-là, notre langue disparaîtra pour toujours parce qu'on ne peut pas retourner à une mère patrie quelque part pour la reprendre. Elle existe ici et c'est tout. Ce développement que nous avons là, c'est un investissement de 40 millions de dollars et il appartient à chacun d'entre vous qui êtes membre de notre nation. La raison pour laquelle nous l'avons construit, c'est pour assurer votre avenir, pour que vous ayez un endroit où aller pour vos premiers emplois ou pour faire carrière dans l'industrie de l'hospitalité. Je ne crois pas que les montagnes ont besoin d'un autre casino ou d'un autre terrain de golf, mais Sophie m'inspire. Les Ktunaxa auront besoin de son leadership dans cette entreprise à risque élevé. Cette plus vieille culture alpine pourrait disparaître pour toujours. Il est temps de retourner chez moi. J'ai hâte d'être avec ma famille et de faire la pêche à la mouche sur la rivière Bow. Je suis chanceux de vivre dans le parc national de Banff. Je crois que c'est l'un des plus beaux endroits au monde. L'inconvénient? Des millions de personnes l'adorent aussi. J'ai peur que, si on ne fait pas attention, on pourrait le tuer par notre amour même. Mais nous avons appris une leçon des premiers explorateurs qui ont failli crever de faim ici. Les aventuriers modernes se préparent. Ils apportent de la nourriture, un abri, l'air climatisé, la télé par satellite, la navigation GPS et un VLT au cas où. Est-il donc étonnant que nous perdons contact avec la nature?
La mission de Kevin Van Teegen est de nous reconnecter à la nature. C'est un auteur, défenseur de la nature et pêcheur à la mouche. Il a connu les résultats du développement incontrôlé. J'étais allé faire ma promenade du soir dans les terrasses du côté nord de la vallée et j'ai trouvé toute une série de piquets d'arpenteurs. J'ai pensé que c'était bizarre. Après avoir caché les piquets dans le sous-bois, je suis allé demander de quoi il s'agissait et j'ai appris qu'ils développaient un nouveau lotissement. Bien aujourd'hui, vous voyez les lotissements, des quartiers complets, des rues et des maisons et de beaux endroits pour vivre, mais ce n'est pas mon souvenir de ces jours-là. À l'époque, c'était l'ère d'hivernage du mouflon à grosses cornes, du cerf-mulet. Il y avait des ours qui mangeaient les raisins d'ours au printemps. C'est un pays très riche, mais pas à l'intérieur du parc national. Et quand j'ai mentionné ça à un de mes amis qui était très actif dans la protection de la nature à l'époque, il m'a regardé et a dit « Tu sais, c'est zoné pour le développement et c'est pas dans un parc national. Alors je ne sais pas pourquoi ça te préoccupe. » Ça m'a vraiment réveillé. Je pensais que tout ce que nous avons fait en créant ces parcs nationaux, c'est de tracer une ligne autour de certains endroits pour dire « cet endroit est plus spécial que les autres ». Mais la nature n'a pas créé un endroit plus spécial que les autres. Tous les endroits sont spéciaux. Et si nous voulons vivre de façon à soutenir la nature à l'avenir, c'est une chose que nous devons savoir et apprécier. En descendant la rivière avec Kevin et Dan Bell, je me rends compte d'un problème. L'existence des parcs nationaux nous a induits à croire que les milieux sauvages sont protégés pour l'éternité. Pas vrai. Si en quittant un parc national, les gens ne comprennent pas que les écosystèmes sont tous interconnectés, que la nature ne s'arrête pas aux frontières et que les choses que nous faisons ont un impact partout, nos parcs nationaux ne servent à rien. La vérité, c'est que si, avec tout ce qu'on a, notre richesse, notre liberté, notre système, on ne peut pas assurer que la nature soit durable, quel espoir peut-il y avoir pour le reste du monde? Si on ne peut pas le faire comme il le faut, personne ne peut le faire. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment réussi. Parce qu'un monde qui ne peut soutenir la nature va finir par perdre ses parcs nationaux. Et les indices de cela s'approchent à grands pas. Les parcs nationaux étaient là au départ pour développer le tourisme et les revenus. Les grandes compagnies de chemin de fer ont proposé leur création pour sauvegarder et augmenter la valeur de leurs hôtels de tourisme. Au début du 20e siècle, les gouvernements avaient appris que les visiteurs adoraient la faune et que si on protégeait les animaux, il y aurait plus de revenus du tourisme. Le parc national de Banff a été élargi à presque 20 fois sa taille originale. On a engagé des alpinistes expérimentés comme gardes-chasse et gardes forestiers afin de protéger les ressources des parcs. On a construit une série de chalets dans l'arrière-pays et on a mis sur pied un système de patrouille qui est encore en usage aujourd'hui. C'est la saison de chasse. Scott Ward et Ross Hetherington font une patrouille des frontières du parc, une tradition de longue date chez les gardes. Les deux hommes couvrent un territoire de quelques 500 km² dans l'arrière-pays. Ils doivent tenir compte du portrait global. On a établi ces parcs avec des frontières politiques à l'esprit, et je pense que nous devons penser davantage à l'écosystème dans son ensemble et essayer de gérer les choses au niveau de l'écosystème plutôt qu'à l'intérieur des frontières des parcs eux-mêmes. Nous devons essayer de collaborer avec les communautés à l'extérieur du parc pour créer une zone tampon et réduire la pression sur la faune et sur l'utilisation du terrain à l'intérieur du parc. Cela fait plus de 30 ans que Scott patrouille dans l'arrière-pays. Il a rencontré beaucoup de chasseurs qui suivaient la frontière du parc. Son mandat est de s'assurer que ces derniers ne traversent pas la ligne. D'où arrivez-vous aujourd'hui? Nous arrivons de la Clearwater. Ah oui, en montant de Condor Creek et par là. Oh oui, c'est ça.
Et vous avez vu des mouflons? J'ai commencé à chasser à l'âge de 14 ans. Ça fait donc 44 ans maintenant que je fais la chasse ici. C'est un mode de vie. On vient ici à l'automne et puis on y passe un mois, quoi. C'est bon que ce soit protégé et que le nombre de gens soit contrôlé. Avec tellement de monde maintenant. Quand je suis arrivé au parc la première fois, l'accès aux zones frontalières était beaucoup plus ouvert que maintenant. Il y avait beaucoup de gens qui venaient chasser à côté de la frontière du parc avec des véhicules 4 roues motrices. Mais au cours des 20 à 25 dernières années, ils ont éliminé ça. Et maintenant, les véhicules à moteur sont interdits à la limite du parc. Les gens doivent venir à cheval ou avec un attelage ou à pied. C'est donc devenu plus isolé pour les chasseurs depuis que j'ai commencé. Je pense que c'est une chose positive parce qu'il semble que les chasseurs qui sont là maintenant doivent travailler fort et doivent montrer une certaine expertise pour se rendre ici. Ils sont probablement de meilleurs chasseurs et sont probablement plus conscients de l'environnement que ceux qui chassaient avec des véhicules 4 roues motrices. Les terrains à côté du parc jouent un rôle essentiel comme zone tampon pour réduire l'impact de la civilisation. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir ces zones tampons. Imaginez le développement qu'il y aurait si ces zones n'existaient pas. À un niveau inférieur des versants est des Rocheuses, il y a de riches prairies qui fournissent un habitat crucial à la faune alpine. Ces prairies soutiennent aussi des troupeaux de bovins. Les exploitants de ranch, ici, menacés par l'exploitation du pétrole et du gaz et par le développement immobilier, ont été obligés d'adopter une nouvelle philosophie de gestion de la terre. Francis et Bonnie Gardner sont des membres fondateurs de la Southern Alberta Land Trust, une société consacrée à la préservation du patrimoine naturel et culturel. Un de leurs principes fondamentaux est que leurs pâturages servent de zone tampon entre le développement et les milieux sauvages des montagnes. Ce qu'il faut savoir à propos de ces versants de l'Est, c'est qu'ils fournissent de l'espace pour l'environnement. Il y a toutes sortes d'animaux qui en dépendent. C'est le dernier endroit où ils peuvent essayer de survivre. Il y a les grizzlies, les loups et les cougars et tous les autres plus petits qui vivent sur ces terres. Et comme l'élevage de bestiaux n'est pas une utilisation intensive du terrain, il y a beaucoup d'espace autour du bétail. Le gibier a également sa place pour se déplacer. Ce que nous avons donc ici, c'est que ces terres de contreforts servent de coussin à la pression dans la zone verte. Coussin des activités récréatives, entre autres. Et le coussin peut absorber pas mal de pression. Mais si jamais un jour le coussin subit un coup et il y a fracture, les grands prédateurs et toute la faune qui vivait là, peu importe la raison, que ce soit les lotissements, la faune, la maladie, le pétrole, quelle que soit la raison, les grands prédateurs quittent, sans laisser de signe. Et personne ne sait qu'ils sont partis. On ne peut pas dire à une personne sur la route numéro 22 qu'il y a 10 grizzlies de moins sur la colline ici, parce qu'on ne le sait simplement pas. Tout le monde veut venir vivre ici maintenant. Ils veulent tailler un morceau des collines pour avoir leurs 10 acres et regarder la belle vue. On ne peut pas les blâmer, mais le grand public et le gouvernement doivent comprendre que les impacts sont beaucoup plus importants que ça. Les vues qu'offre le parc national Waterton, dans le sud-ouest de l'Alberta, sont parmi les meilleures des Rocheuses. Le parc offre également une excellente vue d'un développement immobilier sur sa frontière nord. Le propriétaire Jim Garner me fait visiter le lotissement de sa famille. D'après Jim, ceux qui aiment la nature n'hésiteront pas à payer pour un champ de vision libre du paradis terrestre. En bref, nous avons décidé, ma famille, ma femme et moi, nous avons décidé qu'il fallait faire quelque chose de différent pour survivre ici. Mais l'agriculture subit énormément de pression en ce moment.
Alors, afin de vivre ici, la vue est excellente, mais on ne peut pas manger la vue. Il faut diversifier ses opérations et c'est pour ça qu'il y a environ 8 ans, nous avons décidé de prendre 100 acres de la partie est de notre ranch pour en faire une zone résidentielle de campagne et créer 23 terrains de ce genre. Pas tellement pour Angel et moi, mais pour assurer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Si nous n'avions pas diversifié nos sources de revenus, Angel et moi ne serions plus ici parce que ce n'était plus possible. C'était tout simplement impossible. Je rencontre ici des gens du monde entier, des gens qui aiment venir visiter les montagnes à Waterton. C'est merveilleux de parler avec eux. C'est ça qui est bien. Lorsqu'on a son propre magasin, je peux prendre du temps pour bavarder avec eux. J'apprends beaucoup en leur parlant et je m'assure qu'ils auront une belle expérience. Un ami comme vous, c'est un cadeau de Dieu. Voici mon petit coin des enfants, plus ou moins ce qui est à la portée des petites mains. Et puis ici, bien, il y a les oursons, bien entendu, de la GRC, que les touristes adorent apporter chez eux. Nous avons des bougies pour ceux qui les aiment, ou même une crème glacée, si vous voulez. Il y a beaucoup d'exploitants de ranch dans cette région dont l'arrière-grand-père a construit le ranch. Ça doit être vraiment dur, très dur. J'ai de la sympathie pour eux parce que c'est une très belle vie. C'est une vie de grande qualité, une excellente façon d'élever une famille. Tout ça n'est pas ici juste pour être exploité, utilisé puis rejeté, taillé en dés, comme ils l'ont fait à la forêt boréale qui a été taillée en une centaine de petits carrés. Et nous devons en assurer la continuité, en considérant la faune, le parcours naturel, l'eau et toutes les autres raisons que vous voudrez ajouter à la formule. L'idée de s'occuper d'un terrain, de le protéger par son intendance ou sa tenure, cette idée pourrait disparaître en l'espace d'une génération, à n'importe quel moment. Dès qu'une génération grandit sans cette idée ou cette compréhension, c'est fini. Ils le vendront à profit et s'en iront, tout contents, vivre jusqu'à la fin de leur jour, ailleurs. Nous consacrons tellement de temps à essayer de défendre notre paysage et il arrive souvent qu'on n'a même pas le temps de s'occuper du ranch parce que c'est tellement important et il y a un héritage si fort dans cette vallée. Nous pensons que si on a une période de temps très limitée et qu'on ne prend pas une position forte, au moins pour sensibiliser le monde à l'importance de ce qui se passe, c'est peut-être le seul moment où ce sera possible. Je pense que c'est une lutte qui vaut la peine, mais on doit y consacrer beaucoup de temps et passer bien du temps à l'extérieur. Si jamais on permet la destruction d'une région comme celle-ci, on ne pourra jamais la récupérer. L'asphalte, c'est permanent. On m'a déjà accusé de détruire de la propriété appartenant au ranch et de poser des obstacles devant leur expansion. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je vends le terrain très cher, mais on ne parle que de 100 acres. Nous croyons que nous avons fait la bonne chose et nous avons rencontré beaucoup de gens très aimables et il y aura beaucoup de gens très gentils qui viendront leur offrir ce que nous croyons être une très belle vie. C'est ce que nous croyons avoir ici, le paradis terrestre. J'ai l'intention de mourir ici. Je veux dire, je ne veux pas vivre ailleurs. John Russell, biologiste et exploitant de ranch de la région, nous mène à travers des terrains récemment achetés par la Société canadienne pour la conservation de la nature. Ce groupe a dépensé 37 millions de dollars pour acquérir des terrains de ranch contigus au parc national Waterton. Il y a 5 ans, Larry Simpson a appris qu'on proposait un nouveau projet de lotissement à la frontière du parc national.
Larry est directeur de la Société pour la conservation. Nous n'avions point d'argent à l'époque. Nous en avions suffisamment pour un dépôt et nous avons parlé avec le propriétaire du terrain qui proposait un lotissement. Et nous avons pris une option d'achat au cas où il n'obtiendrait pas l'approbation de créer les lotissements dans un certain délai. Nous nous sommes dit, si on perd ce paysage, il sera changé pour de bon. Soyons donc courageux et faisons un plan. C'est pour ça que nous nous sommes impliqués à Waterton et même ici. Il me paraît que le moment était vraiment propice et que nous étions chanceux de ce côté-là. En regardant l'évolution rapide de cet endroit, on voyait qu'après 10 ou 15 ans, les changements auraient été irréversibles. C'était donc urgent, c'est sûr. Cindy Smith, garde de parc au parc Waterton, est contente d'avoir comme voisine la Société pour la conservation de la nature. Nous encourageons bien sûr la Société pour la conservation de la nature à faire son travail. Par exemple, le travail sur le versant des Rocheux, juste au sud d'ici, montre qu'un grizzly a besoin de 800 km² comme domaine vital. Waterton a 525 km² et on sait qu'une bonne partie de ça, c'est de la roche. Alors, comme Larry dit, nous avons besoin des terres avoisinantes pour aider à maintenir ces populations dont le parcours est si vaste, que ce soit les carnivores ou le wapiti. Tout ce qu'ils peuvent faire alors, que ce soit la Société pour la conservation de la nature ou la Southern Alberta Land Trust ou les exploitants des ranchs eux-mêmes pour maintenir cet habitat, c'est absolument crucial pour nos populations. Je pense que les gens commencent à se rendre compte qu'on ne peut pas simplement regarder un élément de façon isolée. Il faut considérer l'ensemble. Si ces terrains avoisinants ne font pas partie d'un écosystème durable, on est cuit. La Société pour la conservation de la nature est propriétaire de tout ce qu'on voit ici, à partir du nord, en passant par l'est, jusqu'au Bird's Eye Ranch dans le sud. Alors nous sommes complètement entourés. Nous sommes quasiment une île ici. La Société pour la conservation de la nature a ajouté beaucoup de valeur à notre développement et à notre projet. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons planifié parce qu'on n'a pas de contrôle ou de règlement en ce qui concerne la préservation de la nature. Ils ont fait des choses à cause du parc national. Et c'est un coin du monde qui est tellement beau et c'est préservé. Encore une fois, comme je disais, si la Société pour la conservation de la nature veut acheter ce terrain, qu'il y ait d'autres maisons construites là-dessus ou non, venez donc à la table. Nous sommes flexibles. Nous sommes prêts à parler avec n'importe qui. Nous avons dû quasiment mettre en vente notre ranch. Nous avons tout hypothéqué afin de pouvoir compléter notre projet. Et j'ai toujours de la difficulté en voyant ces groupes environnementaux radicaux qui s'attaquaient à nous. Une attaque contre moi, c'est une chose, mais contre ma famille. Écoutez, je peux être gentil, mais si vous voulez vous battre, appelez-moi. Mon numéro est dans l'annuaire. Les prix des terres sont probablement de 1 500 à 2 000 $ l'acre. Et l'économie de l'élevage ne supportera pas plus d'environ 700 $ l'acre. Donc la formule est établie de façon à favoriser une fragmentation continue. Et je ne vois pas comment ça va changer à moins qu'il y ait des stratégies élaborées pour empêcher cela. Et c'est ce que fait la Société pour la préservation de la nature. Oui, et des autres organisations comme la nôtre, bien sûr. Si on maintient un bon ranch, bien géré, c'est bon pour l'industrie bovine et c'est bon pour la nature aussi. Nous avons le service 200 ampères-heure. Thales est ici, le gaz naturel et l'eau sont ici. Nous sommes là, on a fini, nous sommes prêts à aller de l'avant et les gens peuvent maintenant venir profiter de la même qualité de vie que notre famille. Le paradis terrestre. Le paradis terrestre. Quel beau nom. Ma femme et moi, nous avons trouvé ce nom. Ce n'est pas le seul bel endroit au monde, mais c'est chez nous et nous allons offrir à d'autres la possibilité de se considérer chez eux ici aussi. En 1911, 150 automobilistes ont traversé l'entrée du parc. Maintenant, il y en a 8 millions et selon les prévisions, ce chiffre doublera d'ici 20 ans. Notre amour envers les montagnes exigera de la souplesse, un engagement à long terme et la volonté de travailler pour trouver des solutions.
Le Piper Super Cub est une légende qui date de 40 ans. Grâce à sa faible vitesse de décrochage, il excelle au décollage et à l'atterrissage court. C'est un excellent avion pour explorer les montagnes. Je suis chanceux de piloter un Cub dans une des dernières grandes régions sauvages du monde, les Rocheuses. C'est une région qui, selon les Autochtones, est l'épine dorsale du monde. Ils l'appellent les montagnes lumineuses. Piloter dans les montagnes est dangereux. Les conditions changent rapidement et il y a peu d'endroits où on peut atterrir. Je me dois de bien connaître les limites de l'avion ainsi que mes propres limites et d'anticiper les changements constamment. Je dois me laisser des options derrière moi pour rentrer sans problème. Quand je regarde l'horizon aujourd'hui, je vois que ce sont les montagnes qui sont à risque. Nous poussons les limites de l'impact que cette région sauvage peut subir. Est-ce qu'on ne voit pas la rapidité des changements? Je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup d'options. Venez avec moi pendant que je poursuis mon voyage le long de la colonne vertébrale du monde. Nous allons rencontrer des gens qui ont consacré leur vie à s'assurer que nos milieux sauvages demeurent intacts. Nous voyagerons du nord du Wyoming, suivrons la ligne continentale de partage des eaux jusqu'à l'extrémité nord des Rocheuses à la frontière du Yukon. On commence à appeler cette région de plus d'1 million de kilomètres carrés le cœur sauvage de l'Amérique du Nord. Notre voyage commence à Yellowstone par une histoire à succès sur la réintégration de la faune. En hélicoptère, j'ai fait beaucoup de vols par télémétrie, suivant des animaux portant un émetteur radio. C'est excitant pour moi, mais ce n'est pas du tout un plaisir pour les animaux. J'ai commencé à me demander combien d'animaux de plus nous devrons chasser et médicamenter afin de poser un émetteur avant d'avoir suffisamment de données. Mais Doug Smith offre de bons arguments en faveur des émetteurs. C'est le biologiste du parc responsable de ce programme de rétablissement des loups qui s'est avéré un si gros succès. Partout où on va, les loups sont controversés. Dans toutes les régions du monde où ils se trouvent, cet animal pose un problème important. Je suis pour les colliers parce que je me considère pro-loup. Si on a des loups dont l'habitat s'étend d'ici jusqu'au Yukon, c'est mieux d'en savoir quelque chose. Et il faut savoir où ils sont, comment ils vivent, comment ils se rendent d'un endroit à l'autre, où il y en a beaucoup, où il n'y en a pas beaucoup, et il faut gérer tous ces facteurs. Parce qu'une chose qui est arrivée, c'est que la population humaine augmente partout. Donc, les colliers sont très importants. Je vais rencontrer Doug Smith à l'aéroport Gardiner. Il m'explique qu'on fait un recensement des loups 2 fois par année à Yellowstone. On fait une référence croisée des observations aériennes et terrestres pour assurer l'exactitude. Smith écoutera attentivement les signaux des colliers émetteurs pour comparer ensuite ses observations avec celles de son équipe de recherche sur la Terre. Je suis revenu d'un vol ce matin et j'ai vu que des loups avaient tué un animal. Est-ce que vous avez vu quelque chose aussi? Nous n'avons pu voir l'animal tué comme tel, mais nous étions satisfaits qu'il y en avait un. Il y avait une trentaine de corbeaux qui s'envolaient lorsqu'un loup entrait dans la carcasse. Il y avait quelques aigles à tête blanche et des aigles dorés. Je pense que nous assistons à la réaction de l'écosystème au loup, et à cet égard, l'avenir est prometteur. Mais l'avenir des loups dépend tellement des êtres humains, ce qui semble poser le plus grand problème,
partout où il y a des loups, même au Canada. Mais j'ai l'impression que sur le plan biologique, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Un retour surprenant. Cet endroit avec les loups, du point de vue de la biodiversité, s'en tire bien, c'est certain. Vous savez que l'Américain moyen aujourd'hui n'a pas beaucoup de contact avec la nature à l'état sauvage. On peut venir ici et voir ce grand carnivore, et d'autres carnivores aussi, juste là, dans la vallée. Pas de télévision, mais en nature. Nous aimons ça. Oui, cela exerce de la pression sur les loups, mais pour les sauver, il faut sensibiliser le monde, créer des rapports. Je dirais tout de suite que j'avais tort. Parce que quand on les a réintégrés, je ne pensais pas qu'on les verrait beaucoup. Mais on les voit tous les jours. Je pense que les loups portent le flambeau en quelque sorte pour Y2Y, parce que de tous les grands carnivores, ils voyagent le mieux. Les grizzlies ne voyagent pas très bien et les cougars encore moins. Mais un loup peut simplement se lever et parcourir 500 000. Donc, s'il y a une chose qui peut unir cette chaîne de montagnes, recréer des liens, ce sont les loups. En réintégrant cet animal-là, ça boucle la boucle. C'est sauvage, mystérieux. On ne peut pas tout contrôler. Et c'est une tendance chez nous, ce désir de tout contrôler. Et cet animal a défié cette influence. Et ils paieront de leur vie pour ne pas se laisser contrôler par nous. Avant de me diriger vers le Canada, j'arrête dans le nord du Montana pour rendre visite à Doug Chadwick. Peu de gens ont autant de passion pour la protection des grands carnivores des montagnes que Doug. Et personne n'a écrit sur eux de façon si éloquente, comme il le fait souvent pour National Geographic. Ce qui est à noter concernant les ours, c'est qu'on peut se fier à leur goût. Si l'eau ou l'air est suffisamment bon pour les ours, on sait que c'est de bonne qualité. Tous les autres animaux qui vivent là pourront continuer à rester là. C'est suffisamment sauvage parce que les ours continuent d'y vivre. Il s'agit de trouver une façon de laisser ce qu'il leur faut tout en prenant ce dont nous avons besoin dans la même région. Je pense qu'on peut y arriver, mais il faut arrêter de penser en termes d'eux là-bas et nous ici. Il faut trouver des façons de traverser ces zones. Nous pour aller à un autre environnement humain et eux pour passer à un autre lieu sauvage. Je ne veux pas non plus donner l'impression. Ce ne sont pas des oursons, ce sont des grizzlies. Ils peuvent t'enlever la tête d'un seul coup de patte. N'importe quel grizzly peut faire ça. Mais les présenter tous comme ça, imprévisibles, amateurs de viande rouge crue, des bêtes de terreur qui font la chasse à l'homme la nuit, c'est de la folie. Les distributeurs automatiques tuent plus d'humains que les grizzlies, en tombant sur eux. La nature n'est pas une collection d'espèces, mais plutôt une collection d'endroits ou d'habitants. C'est un processus dynamique qui évolue constamment. Un flux d'énergie et de matière. Je ne peux pas imaginer vivre dans un pays sans grizzly, sans loup, sans cougar, sans wapiti et sans chevreuil. Ce que je trouve quand je me promène dans un endroit où il y avait autrefois des ours, des grizzlies, mais où il n'y en a plus, c'est comme si quelqu'un avait mis du Prozac dans mon verre, par exemple. Oui, c'est un beau paysage pastoral. Pas plus. Je ne vis pas à ce niveau-là l'existence. C'est comme si quelqu'un avait enlevé ça de moi. Tous mes instincts ne fonctionnent pas pleinement. Je ne sens pas ce que le vent apporte. Je ne regarde pas les pistes. Je ne suis pas branché. Je suis moins vivant que lorsque je suis dans une zone de grizzly. C'est toute une ressource. Nous sommes tous ici en compétition pour l'espace, pour cette qualité de vie.
Les grands espaces qui nous plaisent. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Montrez-moi la formule, le processus historique à étudier comme modèle. Comment est-ce qu'on y arrive? Personne ne le sait. Et notre expérience, c'est toujours plus loin, plus vite, plus gros, meilleur. Continuons d'avancer. Il y a toujours quelque chose plus loin. Les gens trouvent, je pense, qu'il est très difficile d'imaginer les choses plus de 2 ou 3 ans à l'avenir. Et lorsqu'on parle de préserver la nature, nous devons considérer comment ce sera dans 100 ans ou 1000 ans. Andy Russell a été la première personne à se mettre très près des grizzlies avec une caméra. Ces films ont commencé à changer notre perception du grand ours. Andy Russell était peut-être le premier homme des montagnes à avoir une perspective éclairée sur les grands prédateurs. Maintenant octogénaire, Andy aime toujours les excursions au Hawk's Nest, son chalet dans les terres de Contrefort près de Pincher Creek en Alberta. Andy, je pense que nous avons une belle journée pour aller au Hawk's Nest. Ah oui, n'importe quel jour, c'est une belle journée pour y aller. Le jour où j'ai rejoint Andy, il était avec son ami Harvey Locke, un collègue écologiste. J'étais le pire guide de l'Amérique du Nord pour les grizzlies. J'avais cet honneur parce que je ne chassais vraiment pas l'ours. Je les voyais. C'était arrangé de façon à ce que personne ne puisse tirer sur eux. Je m'organisais pour qu'ils se déplacent avant qu'on ne puisse tirer. Je l'ai fait de façon à ce que les chasseurs ne sachent pas ce que je faisais. J'étais méchant. Je n'aimais pas tuer les grizzlies. Andy Russell est un personnage très important dans le domaine de la préservation dans les montagnes rocheuses parce qu'il représente une transition qui a eu lieu il y a environ 40 ans entre l'idée que les prédateurs étaient mauvais plutôt que d'être une partie importante de l'écosystème. Les grizzlies, notamment, étaient considérés une chose négative dans les montagnes. Et Andy a joué un rôle fondamental dans ce virage quand il a réalisé son film Grizzly Country ainsi que le livre du même titre. À un moment donné, vous avez décidé de tourner un film sur les ours. Oui. Et c'était le premier film sur les grizzlies, n'est-ce pas? Oui, le premier au monde. Quand nous avons commencé à tourner ce film, nous portions des fusils, les gars et moi. Et nous n'avons rien eu. Pas plus de 10 pieds de bonnes images d'ours. J'ai dit, je sais ce qui ne va pas. Ils savent que nous avons des fusils. Et j'ai dit qu'il fallait laisser les fusils le printemps suivant. Et Dick m'a demandé ce que nous ferions si un ours nous attaquait. J'ai dit qu'il faudrait prendre un pas de recul, lui faire face et lui parler pour le dissuader. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis convaincu qu'il savait qu'on ne portait pas de fusil. Je
Je me souviens d'avoir approché des ours dans l'arrière, d'avoir été très près de ces animaux avec la caméra. C'était très enrichissant. Je me souviens de caribous en silhouette contre le ciel. D'avoir vu de gros orignaux mâles tremper leur bois dans l'eau du lac Wonder. Ce serait amusant de pouvoir y retourner et regarder encore. Un des visionnaires du projet Yellowstone au Yukon, une initiative de conservation transfrontalière, Harvey Locke est un de ses défenseurs les plus passionnés. Je me sens incroyablement chanceux d'être d'une famille qui a des racines très profondes dans ces montagnes. Ça me donne tellement d'énergie quand je fréquente ces endroits que je voudrais remettre à d'autres plus tard que je donnerais 1000 fois ce que j'ai pour les protéger. Ce que nous essayons d'accomplir dans le projet Yellowstone à Yukon, une initiative de conservation transfrontalière, c'est l'idée que nous avons ces zones sécuritaires pour la faune, ces blocs centraux. Notre vision, c'est un paysage avec ces grandes zones à proximité, comme des pas japonais si vous voulez, des zones de base sécuritaires avec la faune capable de passer d'une à l'autre. Pas un parc national géant, mais plutôt une série de blocs centraux pour éviter qu'ils deviennent des petits îlots d'extinction. L'idée, c'est de gérer tout ce paysage de façon à répondre aux besoins des humains, et en un sens, il ne s'agit pas vraiment d'exclure les humains, mais d'inclure la nature. Une chose que nous sommes très lents à reconnaître dans notre monde occidental, c'est la puissance de choses qui ne sont pas conformes à la raison et qui ne sont pas axées sur la raison et l'économie. Et une chose concernant ce paysage ici, les montagnes rocheuses, c'est qu'il y a un certain pouvoir, une force qui résulte du fait d'être dans ces endroits qui est quasiment transformationnel. Les aires de nature sauvage donnent la possibilité de se connecter, ce qui est toujours présent, mais on ne se permet pas de ressentir ça lorsque nos vies sont tellement affairées et occupées dans le monde électronique. Au 19e siècle, on disait que ces endroits avaient une qualité, une sublimité qu'il s'avérait spéciale à connaître. Cela a donné lieu à tout le concept du parc national. L'idée qui consiste à laisser certains endroits à l'état sauvage à cause de leur pouvoir et leur impact sur les gens, du fait qu'ils font ressortir les meilleures qualités des individus. Une partie de cette puissance résulte du fait qu'on sait qu'on est dans un endroit intact, que notre espèce a été suffisamment humble pour permettre à ce lieu d'être un endroit spécial. Un aspect de cette humilité, c'est d'assurer la survie de choses comme les grizzlies qui sont plus puissants que nous. D'habitude, on contrôle tout ce qu'on peut contrôler et lorsqu'on dit non, nous allons trouver les moyens de permettre aux grizzlies de partager un paysage avec nous. Même s'ils pourraient nous tuer, ça fait partie de l'aspect magique de l'endroit. Le fait de savoir que cet animal existe dans ce paysage enrichit l'expérience et fait ressortir notre humanité. C'est qui nous sommes en tant qu'animaux. Nous ne parlons que d'une petite fraction du continent d'Amérique du Nord. Et je sais que d'autres personnes ont d'autres endroits préférés ailleurs. Mais cette région est sans pareil. Non seulement sur ce continent, mais je ne crois pas qu'il existe un autre écosystème montagneux au monde qui soit aussi diversifié sur le plan biologique, aussi riche, vivable et avec 2 pays stables, qui va survivre avec tout ce qui vit là. Ne disons pas qu'il faut des compromis à chaque étape. Allons de l'avant pour dire non. Ici, nous allons préserver quelques très grandes zones sauvages. Et nous allons dire non, vous ne pouvez pas développer cette région. Pour préserver certaines grandes zones à l'état sauvage, il faut y mettre le feu. L'histoire du feu dans les montagnes rocheuses est très simple et commence par la glace. À mesure que les glaciers reculaient, la végétation a poussé, les humains sont entrés et le feu a joué son rôle. Nous sommes la seule espèce capable de manipuler le feu. Nous le faisons depuis au moins 1 demi-million d'années. Les Autochtones utilisaient le feu comme outil de chasse pendant des milliers d'années.
En éliminant cette pratique des Autochtones et en supprimant activement les feux sauvages, nous avons dérangé un cycle de feu dont dépendent les grizzlies, les loups, les wapitis et beaucoup d'autres créatures. Nous reconnaissons maintenant qu'il faut encore mettre le feu aux montagnes. Je rencontre Lisa Jones et Gord Stenhouse, biologistes et experts sur les grizzlies près de Hinton en Alberta pour entendre parler d'un projet novateur d'une forêt modèle. Gord explique le rôle important du feu dans la vie d'un grizzly. En passant à travers la forêt ici, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de régénération, de nouveaux arbres qui poussent. C'est un excellent habitat pour le grizzly. Également, dans ce type de forêt, avec toutes les différentes sortes d'herbes, il y a beaucoup de chevreuils qui viennent. Et les grizzlies, bien sûr, mangent les ongulés. La vie d'un ours au printemps, c'est la nourriture et le sexe. Et les ours cherchent de la nourriture dans ce genre d'environnement. Normalement, les grizzlies, surtout les femelles, sont considérées adultes vers l'âge de 5 ans. Elles ont leur première portée à environ 6 ans et il y a des ours dans cet environnement qui ont des oursons à l'âge de 4 ans. Pourquoi? La nutrition. Lorsqu'on a une faune avec une bonne source de nourriture, il y a davantage de reproduction. Et je pense que c'est ce qui se passe ici chez les grizzlies. Je suis déçu d'apprendre que, comme les loups de Yellowstone, plusieurs grizzlies de la forêt modèle portent des émetteurs radio. Mais en entendant le point de vue de Gord là-dessus, je suis encouragé. Attraper les ours et leur attacher un émetteur radio est une pratique dont j'espère voir la fin au cours de ma carrière. Certains de nos projets en cours nous permettront d'aller en ce sens, j'espère. Nous savons que l'ours subit des effets lorsqu'on le capture et lui attache un émetteur, des effets que nous devons reconnaître. Et personnellement, j'aimerais voir la fin de cette pratique. De tous les 10 ours dans la forêt idéale, combien ont des colliers? Bien, chaque année, nous essayons de garder à peu près 20 ou 22 ours avec des émetteurs radio dans cette région. Et on a estimé qu'il y a quelques 80 ours dans la région, donc le quart des ours portait une radio-émetteur. Les ours ont besoin de grands espaces dans lesquels ils peuvent se promener. Ils font face constamment à toutes sortes d'activités avec les opérations forestières, minières et pétrolières. Et ils sont capables de laisser faire les hommes sans causer de problème. Ils peuvent donc se montrer capables de coexister. Mais il n'y a pas d'habitat magique. Ils ont besoin de plusieurs habitats différents et ils se déplacent constamment entre ces habitats. Alors vous voyez l'ours retraverser, se diriger vers le sud en traversant la route numéro 16. Elle s'en vient par ici. Elle monte, elle va traverser la 16 et vous la verrez jusqu'ici, elle s'arrêtera ici pour un moment. Et ça, c'est la montagne Roche-Miette qui est l'entrée du parc national Jasper. Cette ours va donc traverser et vous voyez qu'ici, c'est sa route vers le nord, quand elle va au nord le 5 août. À peu près 6 heures plus tard, elle revient et traverse le même chemin. Il faut savoir que lorsqu'elle a traversé la route ce jour-là, il y a eu, je crois, 5000 véhicules qui ont traversé l'entrée du parc Jasper. Au cours d'une période de 3 semaines, cette ours a voyagé près de 200 km en suivant cette voie. Ce que nous voyons ici, c'est le premier ensemble de données que nous avons reçues de notre nouveau collier émetteur en liaison avec un satellite. Et c'est le premier collier au monde qui est sur un ours et qui peut transmettre les données aux chercheurs par ligne de téléphone satellite. Et cet ensemble de données montre que c'est un ours que nous avons attrapé dans la région de la rivière Panther, qui est à l'est du parc national de Banff, au coin nord-est. L'ours a été attrapé le 16 juin. C'est un mâle adulte d'environ 450 livres. Il a passé 2 jours aux environs et a décidé de se diriger vers le sud. Le 20 juin, 4 jours plus tard, il est passé par ici et a continué de descendre par ici. Il a passé du temps ici. Il a trouvé soit quelque chose à manger, comme un jeune orignal, ou quelque chose de gros, soit une ours. Et il a passé du temps là. Il se dirige maintenant vers l'est et il était ici le 24, c'est-à-dire hier. Nous pouvons téléphoner à cet ours n'importe quand et lui demander de transmettre ses coordonnées actuelles. Nous n'avons plus à harceler ou à déranger l'ours.
Encore, ce serait un excellent développement dans le domaine de la recherche sur la faune, et c'est certainement important pour notre programme de recherche. Notre but est de développer ces mêmes outils pour toute la province, d'avoir une carte de l'habitat sans couture et rendre celle-ci disponible à tous ceux qui prennent des décisions qui portent sur la gestion des terres dans l'habitat du grizzly. Avant ce projet, si l'on avait un projet de construction d'une route dans un habitat de grizzly, les responsables disaient « S'il vous plaît, ne tuez pas de grizzly ». Et c'était quasiment tout ce qu'on donnait en termes d'orientation. Maintenant, on peut dire « Attendez une minute, on va sortir notre carte pour voir quel habitat vous allez traverser. Regardons sa valeur au grizzly et planifions ça. Faisons le meilleur travail possible. » En ce qui concerne la construction des chemins, c'est sans doute le projet de recherche sur les grizzlies qui a vraiment souligné l'importance de la sagesse en déterminant comment les chemins seront construits dans cette zone. On vient de compléter les 5 premières années du programme de recherche et à présent, nous voyons les partenaires locaux élaborer des plans qui réduiront de 25 la construction de chemins. Aucune compagnie ne veut être connue comme celle qui a vu le dernier grizzly dans la région. Alors les gens veulent de nouveaux outils, ils veulent de nouvelles connaissances, et c'est ce que fait la forêt modèle, fournir ces choses. Il faut encore beaucoup de compromis et d'idées novatrices pour protéger les grandes aires sauvages. S'il existe un endroit où c'est possible, c'est dans le nord des Rocheuses. En avion, nous pénétrons loin dans la région sauvage de Musqueam-Ketchikan, dans le nord de la Colombie-Britannique, et nous entendons une histoire très originale sur la conservation. C'est l'extrémité nord des Rocheuses canadiennes, bien loin des sentiers battus. En bas, nous voyons la région appelée la Musqueam-Ketchikan. C'est une vaste région sauvage qui a le potentiel de demeurer ainsi, grâce à une désignation spéciale de gestion des terres. D'une manière ou d'une autre, ces 6 millions d'hectares seront protégés du développement incontrôlé. Le pilote Bob Batchelor et moi cherchons Wayne Sawchuk. Wayne est une des personnes clés dans la protection de l'aire sauvage de Musqueam-Ketchikan. Il poursuit une excursion à cheval de 2 mois le long de la ligne continentale de partage des eaux, servant de guide à 2 scientifiques qui œuvrent à concevoir un plan de conservation pour la Musqueam-Ketchikan. Wayne et moi avions convenu de nous rencontrer à un passage de la rivière Prophet, mais le moment de notre rencontre dépendra de la météo. J'espère le voir aujourd'hui parce que la pression barométrique est en train de baisser et nous sommes loin d'une réserve d'essence. Bob les voit le premier, dans les arbres. Le nombre de chevaux de charge qu'il mène nous donne une perspective intéressante sur toute la région. Wayne est accompagné par son neveu Dylan et la biologiste Kim Hannemeyer. Pour Kim, c'est la première fois qu'elle pénètre si loin dans la Musqueam-Ketchikan. Kim a fait son travail de doctorat à Yellowstone et devrait donc avoir une perspective intéressante sur l'initiative Y2Y en son ensemble. Bob et moi savons que ce n'est pas un orage passager, mais plutôt une dépression qui s'installe. Nous discutons nos options et décidons qu'il faudra arrêter et faire un camp, sachant que nous pourrions être ici un bon moment. Wayne a passé toute sa vie dans la nature, comme bûcheron, trappeur et guide pourvoyeur. J'ai eu l'idée qu'il fallait protéger cet endroit. C'est trop bon. Alors j'ai commencé à réunir les guides pourvoyeurs et les trappeurs pour essayer de voir ce que nous pouvions faire pour le protéger. Nous assurer du moins de gérer le pétrole et le gaz et essayer d'obtenir des parcs pour commencer. Alors, vous avez grandi dans une famille de bûcherons et vous êtes passé de bûcheron à protecteur de l'environnement. Qu'est-ce que votre famille en pense? Bien, pour la plupart, ils voient la logique. Je veux dire, évidemment, je n'y fais pas du dos de la cuillère et ça fait longtemps que je le fais.
On ne gagne pas beaucoup d'argent dans la préservation de la nature. De ce point de vue, le monde de mon village ne comprend probablement pas ce que je fais, mais ils aiment la terre, la plupart d'entre eux. De ce point de vue, donc, plusieurs d'entre eux comprennent. Je pense qu'ils apprécient le travail que je fais. Donc, ça vaut la peine pour moi. Je sais que la plus grande raison pour laquelle l'histoire de la Musqueam Ketchikan m'attire, ce sont les intervenants. C'est vraiment une initiative de la base. Je pense que la plupart des gens qui y sont actifs sont des gens qui utilisent la terre ou bien qui la connaissent du moins. C'est ça qui fait la force du projet, je crois. Les gens du Sud n'ont pas d'idée de ce qu'il y a ici. Mais les gens qui vivent dans le Nord, ils le vivent. Ce sont eux qui seront le vrai cœur de la région pour la protéger à l'avenir. Ça ne veut pas dire que personne dans le Sud l'apprécie, bien sûr. Bien des gens l'apprécient. Mais ce sont les gens qui le vivent vraiment qui seront les défenseurs les plus forts à l'avenir. Ce qui est important, c'est de gérer les activités humaines. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas gérer les aires sauvages, mais nous pouvons gérer les impacts des humains sur les zones sauvages et nous devons consacrer un grand effort pour faire cela. J'admets que je n'ai jamais vu autant de faune à un seul endroit. C'est incroyable. Les animaux savent que nous sommes là, mais nous pouvons nous approcher si près d'eux. Je suis arrivé dans ce pays en 1984. Nous avons fait une excursion à pied de 85 jours le long de la rivière Prophet et jusqu'à la Musqueam. Nous avons passé environ 3 ou 4 jours ici, aux sources hydrothermales. C'était incroyable. C'était incroyable à l'époque et c'est toujours un endroit incroyable. C'est la beauté de la Musqueam Ketchikan. Nous avons cette feuille vierge maintenant. Nous n'avons pas eu d'impact sur ces paysages et nous ne les avons pas utilisés de façon intensive. Nous avons donc l'occasion de faire les choses comme il le faut dès le départ, comparé aux régions du Sud où nous essayons de trouver des remèdes à des modes d'exploitation du passé qui ont vraiment nui à l'écologie de la région. Nous essayons d'éviter tous ces problèmes qu'il y a eu aux États-Unis et le faire de la bonne manière la première fois, comme le dit Kim, plutôt que de nous trouver dans ces situations horribles où il y a des espèces qui ont disparu et le territoire est tellement magané qu'il est impossible de le rétablir, ou presque. Nous espérons le faire comme il le faut la première fois ici. Et c'est ça le but. Je suis certain qu'il n'y a rien qui plaît autant aux yeux et au nez qu'une belle matinée claire après un orage. Après 3 jours de pluie, nous avons tous hâte de continuer. On peut sentir la vie de cet endroit. On ressent la vie qui en émane. Et vous savez, c'est encore très intact et complet. Et on sait que tout est ici. C'est tout simplement un endroit bien spécial. Nous nous reverrons bientôt, Wayne et moi. Nous serons tous les deux à une réunion de l'initiative Y2Y près de la frontière du Yukon.
En regardant la partie nordique des Rocheuses, je me rends compte que, pour mon grand-père, les Rocheuses du Sud ressemblaient à celles-ci. Je pense à tous les changements depuis son époque. Y a-t-il lieu de croire qu'il n'y aura pas autant de changements avant l'époque de nos petits-enfants et à celle de leurs petits-enfants? Je me demande ce qui arrivera à ce pays. En arrivant à Watson Lake, au Yukon, je prends des arrangements pour voyager en amont sur la rivière Dease. J'ai hâte d'assister à cette réunion du projet Yellowstone au Yukon. Ce sera un événement intéressant. Ceci est le territoire traditionnel de la nation Cascadénée. Cela semble être un pays éternel avec beaucoup d'histoires à raconter. On entend des tambours de l'autre côté de l'eau. Il y a plus d'une vingtaine de groupes d'autochtones et d'écologistes au camp. C'est le président du conseil tribal Cascadénée, Dave Porter, qui m'a invité ici. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos amis, dont plusieurs que je n'ai pas vus depuis des années, et aussi aux visiteurs que nous avons invités dans notre territoire traditionnel. Une chose qu'on a tendance à oublier dans nos études sur le système des montagnes rocheuses en Amérique du Nord, c'est le fait que ces montagnes et cette tranchée ont été utilisées pendant plusieurs milliers d'années par les Autochtones. Et la meilleure façon d'exprimer cela, c'est le fait que nous appelions le système des montagnes rocheuses Denetana, ce qui se traduit dans notre langue par « sentier du peuple ». Cette initiative ici, à la rivière Blue, est donc une initiative qui, j'espère, servira de base aux efforts futurs de développer à nouveau ces relations-là chez les habitants autochtones du système des montagnes rocheuses. Et j'espère qu'à un moment donné, nous pourrons commencer à rétablir les liens entre plusieurs de ces pistes anciennes qui sont là depuis des milliers d'années. Wendy Francis est la présidente du projet Yellowstone au Yukon, une initiative de conservation transfrontalière. C'est notre grande occasion de mettre en place des pratiques novatrices, et c'est l'endroit pour le faire. Voici où nous pourrons travailler avec les communautés des Premières Nations et planifier la préservation avant que le développement n'arrive, avant la construction des routes et des puits de pétrole et de gaz, afin de créer une mosaïque à l'intérieur de laquelle le développement... je veux dire qu'il y aura des îlots de développement dans une mer de préservation. C'est ça la vision pour le Nord. Et c'est excitant. C'est excitant d'entendre parler d'une nouvelle vision pour le Nord, d'entendre de nouvelles idées, d'écouter de vieilles histoires et de rencontrer Dennis Porter du conseil consultatif Musqueam-Ketchikan. Le monde devient plus petit, surpeuplé. Comme l'environnement dans lequel nous sommes ici. Si nous ne nous en occupons pas bien, il disparaîtra. Les jeunes se poseront des questions à propos de notre intelligence et de notre relation avec eux. Je ne veux pas voir les jeunes vivre ce que les gens connaissent dans le monde extérieur. Ils seront responsables de cet environnement après notre départ. Il est bon de voir beaucoup de jeunes dans le camp. 2 leaders de l'Alliance de la jeunesse d'aînés,
Jennifer Duncan et Wesley Hardesty m'impressionnent. Nous sommes ici à cette réunion de l'initiative YAY pour rencontrer les autres peuples autochtones et non autochtones qui œuvrent sur les questions de la préservation. Et vraiment pour voir ce qui se passe au niveau local ainsi qu'au niveau mondial. Il y a un vrai mouvement dans les communautés autochtones à travers l'Amérique du Nord. Les jeunes leaders autochtones se lèvent pour reconnaître notre rôle comme intendant traditionnel de la Terre. Et nous sommes ici pour protéger nos droits. Donc, nous assumons notre place. Et c'est très excitant de travailler avec d'autres jeunes autochtones de tous les coins du continent et d'être stimulés par leur travail et de transmettre à leurs organismes nos connaissances d'aînés traditionnelles que nos aînés nous ont transmises. C'est vraiment excitant. C'est la saison de la chasse. Peter Stone m'invite à me joindre à lui et ses deux petits-enfants dans une excursion en rivière jusqu'au camp de chasse de leur famille. L'idée, c'est d'emmener le jeune Jory à sa première chasse à l'orignal. Est-ce que tu as hâte d'aller chasser l'orignal? Oui. Oui? Et d'attraper un orignal cette fois. Ma première impression, c'est que Jory, âgé de 5 ans, est bien jeune pour aller à la chasse. Mais j'apprends ensuite que Tia, qui a 10 ans, est déjà une chasseuse expérimentée. Je te gage qu'il n'y a pas beaucoup de filles de 5 ans, 6. filles de 6 ans, qui ont pris un si gros orignal. J'ai de la difficulté à m'imaginer qu'il y en a plus qu'une, Non, je ne pense pas. non? Quand on ira chasser l'orignal ce soir, qu'est-ce qu'on va faire quand on va quitter le bateau? Il faut pas faire de bruit, hein? Nous allons être vraiment silencieux parce qu'ils entendent de si loin. C'est bizarre. C'est une histoire ancienne. Pour le jeune Jory, comme pour ses ancêtres avant lui, ce sera un rite de passage, sa première chasse. Tia et Jory, nous sommes prêts. Venez-vous? Je demande à Peter si c'est une tradition Casca d'emmener les enfants à la chasse à un si jeune âge. Oui, c'est comme ça qu'ils apprennent généralement. On les emmène quand ils sont jeunes, surtout lorsque ça les intéresse et lorsqu'on leur apprend des choses, n'importe quoi. Ils apprennent vite, ils n'oublient jamais. Jory était déçu de ne pas revenir avec un orignal ce premier jour. Mais son grand-père lui a expliqué qu'il ferait bientôt froid et que les orignaux mâles sortiraient de la forêt. Il a assuré Jory que s'il est patient et vise bien, il pourrait avoir du succès. En accompagnant Jory sur sa première chasse, un enfant de 5 ans qui apprend tout sur la vie et la mort dans la nature, j'ai eu une vision de comment nous allons sauver le cœur sauvage de l'Amérique du Nord. Je crois que c'est une chose aussi simple et profonde que de bien instruire nos enfants. Introduisons-les à la nature. Permettons-leur de la toucher, de la ressentir dans leurs os. Et quand ce sera leur tour, ils en prendront soin. Qu'est-ce que j'ai appris de ce voyage? Que c'est le moment décisif. Dommage que ce soit notre génération. Ce serait bien de passer sans problème, nous amuser et raconter des histoires autour du feu de camp à propos de nos excursions dans l'arrière-pays quand il y avait encore des grizzlies et des loups. Mais c'est à nous de mener cette lutte. C'est à nous et à ceux qui nous suivront. Si nous ne relevons pas ce défi, nous sommes des lâches. Et nous sommes pires que des lâches si nous ne sauvons pas ces lieux sauvages. C'est le moment décisif.